Et bien on va commencer. Déjà, merci beaucoup à tous d'être venus par ce temps magnifique au lieu d'aller boire des coups en terrasse. Ça fait plaisir, on sent que c'est beaucoup de gens qui sont passionnés. Avant toute chose, je me présente, je m'appelle Nicolas, je suis cofondateur de Front Guys qui organise donc ce meet-up. Je suis designer depuis presque 20 ans maintenant. Et Front Guys, c'est une agence conseil que j'ai cofondée pour deux raisons très simples. La première, c'est faire bosser les designers avec les devs, parce que au début de ma carrière, c'était pas ça, et je pense que c'est crucial de faire communiquer ces métiers ensemble, et pas que, mais il y avait une vraie problématique là-dessus. Et puis, pour transformer aussi les organisations par le design, parce que le design, c'est selon moi beaucoup de valeurs humaines qui poussent à une collaboration intelligente, et ça manque cruellement, je trouve, dans les organisations. Donc j'ai moi-même participé activement à la conception de plusieurs design systems, et c'est avec un grand plaisir que je vous reçois tous ici pour parler de ce sujet passionnant. Donc on va en parler avec Julien Desramon, qui est donc design system tech lead chez Thales, qui a beaucoup bossé chez Orange aussi, et qui est aussi core team member chez Bootstrap. Et donc Cyriac Billard, qui est design system advocate chez Orange. Julien, il travaille depuis peu chez Thales, il a longtemps été chez Orange, et Cyriac travaille depuis une éternité chez Orange, donc plus de 10 ans dans le digital, donc beaucoup d'expérience. Un grand merci à Yannick qui a préparé le meet-up. Ce meet-up, il a été préparé en interviewant une bonne dizaine d'experts, en creusant des sujets stratégiques, opérationnels. Et d'ailleurs, on a publié un article sur notre blog qui synthétise ces discussions, donc n'hésitez pas à aller le voir plus tard. Et donc à la fin de ce meet-up qui va durer environ 1h20, 1h30 avec les questions-réponses qu'il y aura à la fin, on prolongera les échanges avec des pizzas et à boire, et on pourra tous en profiter pour creuser les discussions. Donc on va vite rentrer dans le vif du sujet, et pour bien introduire justement le sujet, je vous propose de présenter vos différents contextes. Orange, on connaît la téléphonie mobile, mais pas que. Est-ce que tu peux nous préciser, Cyriac, ce qu'on fait? Voilà, globalement. De la téléphonie mobile, de moins en moins de téléphones fixes, de l'internet, de la TV, de la revente en gros de solutions de télécommunications. Énormément de choses. Alors on a eu de la banque, on l'a plus. On a été aussi dans les contenus, on en a plus maintenant. On se recentre beaucoup sur notre cœur de business en essayant de rechercher maintenant l'innovation sur ce qui fait notre force, c'est-à-dire les réseaux, comment on les construit, comment on les opère et comment on commercialise des offres ou B2C, B2B, et aussi de la revente en gros à d'autres opérateurs. Ok, merci beaucoup. Et Julien, chez Thales? Ouais, du côté de Thales, il y a plusieurs gros sujets. On va avoir de l'avionique, on va avoir de l'aérospatial, de la cybersécu, de l'identité et aussi de la défense du militaire. Ok, merci. Et donc dans ces domaines-là, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler justement des design systems qui sont en place, du design system qui sont en place, sur quel genre de produits s'applique, sur combien de produits, est-ce que c'est multi-marque, multi-techno, multi-environnement, voilà. Est-ce que vous pouvez nous introduire le sujet, le niveau de maturité des DS sur lesquels vous bossez? Ouais. Avec un petit historique. Ouais, je peux démarrer. Bon, mes infos elles sont fraîches parce que je viens juste d'arriver, mais grosso modo, il y a 3 design systems chez Thales. Il y en a un pour le digital, il y en a un pour le hardware, et il y en a un pour les user journeys aussi. Moi, je travaille sur la partie digitale. Sur la partie digitale, on est à plus de 200 projets qui utilisent ça. Il y a plus de 250 designers. Et sur les 200 projets, on est sur du multi-techno. Il y a beaucoup d'embarqués, ce qui est assez spécifique. Ouais. Donc, beaucoup de web. Et après, on peut avoir de l'embarqué avec du Qt, un C++, du JavaFX, du Python. Il y a pas mal de choses différentes. Donc, ça veut dire plein de libs différentes aussi à faire de composants. Donc ça, c'est une particularité. Par contre, il n'y a pas trop ce concept de multimarque. On est plus dans la customisation spécifique à un domaine. D'accord. C'est-à-dire que l'avionique ou le militaire, ils vont avoir des contraintes particulières, donc il faut pouvoir un peu tweaker le design system pour venir un peu changer 2-3 trucs. D'accord, donc c'est plutôt multi-thème que multi-marque. Est-ce que il y a des problématiques particulières par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment très différent d'un multimarque ou
Ou au final, on retrouve les mêmes problématiques? On retrouve un peu les mêmes problématiques. Ce qui est différent, c'est que les produits en embarqué sont très très spécifiques, donc ils ont des besoins très particuliers. Donc eux-mêmes vont devoir aussi être capables pouvoir customiser le design system, donc les libs, les composants, les tokens, ce genre de choses, mais juste un petit peu pour leurs besoins. Ok. Et en termes de maturité, On est sur un design system qui a commencé en 2021 et qui a été réfléchi depuis 2020. ok. Donc, Et chez Orange? Alors chez Orange, historiquement, on a deux design systems assez matures. Un qui adressait le périmètre France, et uniquement le périmètre France, pour tout ce qui était B2C et clientèle pro, qui progressivement a commencé à être implémenté côté B2B. Et on avait, d'ailleurs on a toujours, ça fait partie de ce qu'on traite en ce moment, on a aussi un autre design system qui était historiquement pour tout le reste de ce que le premier ne couvrait pas, c'est-à-dire la clientèle B2B et du B2C, rest of the world, et également tout ce qui est les intranets, les applications métiers internes, externes, une quantité en fait d'apps et de sites web assez considérable. La réalité a fait que petit à petit, toute cette hétérogénéité a commencé à générer beaucoup de bruit, aussi bien pour les designers que pour les développeurs qui s'y retrouvaient plus vraiment. Et donc il y a maintenant un petit peu plus d'un an, un projet a été lancé au niveau du corporate pour unifier les deux systèmes matures en un seul et ramener dans ce système le plus possible tous ces petits design systems un peu satellites qui s'étaient développés dans certains pays où on a des filiales et où il y avait un contexte design et dev plus mature que dans d'autres, avec aussi parfois plus de moyens. Donc il y a comme ça plein de petits design systems un peu satellites, mais qui en vérité sont plus des librairies locales de composants adaptés avec un style différent. Et donc on essaye, et ça va être notre tâche au moins sur les 3 ou 4 prochaines années, de fusionner tout ça. Et c'est un énorme défi, un énorme challenge. Ouais. Parce que ça couvre, encore une fois, le B2C, le B2B, ça couvre tous nos intranets, et Dieu sait si on en a, toutes nos applications internes ou externes pour les techniciens, les points de vente, enfin, c'est assez considérable. Et je ne rajoute même pas tous les solutions sur étagère qu'on peut acheter avec un volant de customisation qui est assez fort. Ouais. Je t'ai entendu lancer le sujet de la fusion par le corporate. Ah. C'est une initiative top-down ou... Alors, c'est pas une initiative top-down au sens où ça vient pas du COMEX, hein, parce que c'est quand même des sujets qui sont pas forcément des sujets de préoccupation première d'un COMEX, d'une société de télécommunications. Ça vient plutôt du terrain et c'est plutôt la rencontre de bonne volonté et d'un alignement de planètes qui font qu'à un moment donné, des gens qui travaillaient pas ensemble et qui s'ignoraient même, finalement se sont dit, voilà, d'ailleurs, il y en a qui sont représentés ici, des gens se réunissent dans une core team sous l'impulsion de leur management, qui prend conscience qu'il y a quelque chose à faire parce qu'on est dans un contexte de pression budgétaire et on nous dit, vous êtes gentils, mais alors on en a un là, on en a un là, on en a d'autres là, vous refaites un peu tous la même chose. On a la CEO qui arrive il y a 4 ans, qui fait le tour des popotes et qui dit je constate quand même que vous avez tendance globalement à aimer en fait refaire ce qui a déjà été fait par le voisin. Et il faudrait peut-être un peu commencer à uniformiser cette plateforme-là. Alors son contexte, c'est plus son prisme, c'est plutôt le telco, les plateformes, l'IT, ce qui fait fonctionner les réseaux. Mais nous, finalement, on se dit nous, finalement, le design system, c'est une plateforme de prod, c'est une plateforme logicielle, on produit, on diffuse, on ship. Donc, on va rentrer, en fait, on a une porte là qui s'en trouve, et on va rentrer en fait là-dedans pour aller faire monter le sujet plus haut et pour qu'on soit écouté. C'est justement très en alignement avec la question d'après. Justement, je voulais vous poser la question, comment convaincre, parce que je pense que c'est un sujet pour beaucoup de gens ici, comment convaincre de vraiment investir, comment convaincre une direction d'investir vraiment à fond dans un design system.
parce que c'est un investissement stratégique, nous on en est tous convaincus, qui peut faire gagner beaucoup, économiser beaucoup en tout cas, mais on a tous encore beaucoup de mal à vraiment convaincre d'un vrai investissement. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe, comment ça s'est passé chez Orange, chez Thales, si tu as des billes sur de réponses par rapport à ça? J'ai pas trop des billes chez Thales, mais j'ai travaillé longtemps sur le design system à Orange, donc je vois un peu. Mais moi, ce que je conseillerais, c'est de surfer un peu sur des tendances où on devrait peut-être pas surfer dessus, sur l'accessibilité. Ouais. Parce qu'avant, grossièrement, tout le monde s'en foutait un peu à haut niveau. Maintenant, c'est devenu un sujet où on peut prendre des procès. Ouais. Donc, je pense qu'il faut surfer sur ça. Il y a la partie éco-design aussi. Ouais. C'est assez trendy. Nous, on le traitait déjà avant, mais pareil, c'était un sujet, bon, on verra plus tard. Mais ces sujets-là, maintenant, ils sont importants pour la direction. Ouais. Donc, je pense que surfer dessus en montrant qu'on apporte une plus-value, une certaine expertise, ça peut permettre de transformer un peu certaines idées. Ouais, alors tu parlais effectivement de toutes les nouvelles lois là, d'ailleurs dont la dernière en juin là, effectivement. Pour l'instant, il n'y a pas encore. Enfin, on sent que c'est un peu comme le RGPD il y a 10 ans. Ça va arriver fort et donc effectivement, on sent que les entreprises en prennent conscience. L'accessibilité, c'est un vrai sujet et le design system peut le porter de façon industrielle, on va dire. Donc effectivement, c'est un bon point. Tu voudrais rajouter quelque chose, Cyril, sur la fusion, par exemple? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont vraiment fini de décider Je suis d'accord avec Julien sur effectivement le fait que l'accessibilité est un levier aujourd'hui. Nous, c'est vrai qu'on a aussi, comme je disais, bénéficié d'un contexte à un moment donné qui est devenu favorable. Maxime, qui est notre lead design, qui est là, a travaillé et travaille toujours sur un des design systems matures. Moi, j'ai travaillé sur celui lequel moi je travaillais. On a commencé à peu près à la même époque, en 2016-2017, je crois, à travailler sur ces design systems qui, à l'époque, étaient presque un peu des design systems concurrents. Et je pense que comment faire que les gens nous écoutent, c'est en fait s'approprier leurs craintes et les transformer en des arguments de vente du design system. Comme je dis toujours, le design system, c'est un peu le réceptacle de toutes les espérances, les croyances et les ignorances de plein de métiers qui sont représentés. Le design, le marketing, la marque, la finance, la tech. Tout le monde a son idée sur ce que ça fait, ce que ça peut rapporter et ce que ça peut solutionner comme problème. Donc il faut aller en fait comprendre le langage de chaque interlocuteur et c'est plutôt pas mal parce que ça fait aussi sortir un peu le monde du design d'une espèce de gang dans laquelle il a été peut-être un petit peu pendant trop longtemps sur OK, il faut s'ouvrir au business. Et du coup, comprendre en fait quelles sont les attentes et les craintes de ces personnes, soit les conforter, soit les démonter, et du coup en faire des arguments pour ensuite amener cette opportunité de progrès et de transformation à l'échelle d'une entreprise qu'est le design system. Alors c'est facile à dire ici assis sur ma chaise, ça fait 10 ans qu'on travaille sur ces sujets-là et on n'est même pas encore au bout du chemin, parce qu'il y a encore des gens qui il faut expliquer quelle est la valeur du truc, quelle est son opportunité. Et encore une fois, nous, on a bénéficié là pour lancer ce processus d'unification d'un contexte aussi très favorable dans lequel on a eu un nouveau manager design qui est arrivé dans l'entité qui est la mienne et qui a aussi senti que le design system était un levier très puissant pour relégitimer et remettre sur le devant de la scène dans une entreprise où on est très ingénieur, market, telco, market, remettre le design comme un facteur différenciant, un facteur de progrès. Et c'est ça aussi qui fait que les choses réussissent parfois. C'est qu'il y a à un moment donné des gens de bonne volonté qui comprennent qu'à un moment donné, il y a un truc qui se passe et il y a un déclic. Des gens d'ailleurs avec lesquels on travaillait depuis des années qui n'avaient pas eu ce déclic et qui, à un moment donné, à la faveur d'un dialogue, d'une rencontre ou d'une difficulté majeure sur un projet,
comprennent enfin que là il y a un truc qu'il faut faire et qu'il n'y a plus à tortiller, maintenant il faut y aller. La fameuse place du design dans les entreprises qu'on essaye tous de faire monter par plus ou moins de succès, on va dire. Par rapport à ça, on parle souvent justement de mesurer l'impact du design, et donc on parle de KPI, de ROI, d'objectifs. Justement, j'aimerais bien que vous parliez de ça en fonction. Alors, je sais que c'est jamais la même chose en fonction des phases de conception du design system. Quand on est au tout début ou quand on est plutôt quand il est assez mature et qu'on est en phase de run, ça peut être différent. Mais est-ce que vous pourriez partager justement déjà les objectifs du design system qui sont partagés vraiment avec la direction, avec les équipes, etc. En fonction de ces objectifs, les KPI que vous avez mis en place pour mesurer ça. Et si on peut aller jusqu'au ROI, alors là, ça serait génial, mais allons-y petit pas par petit pas. Tu veux y aller? Ouais, je peux démarrer un petit peu. Déjà, je pense qu'il y a plusieurs sortes de KPI. Ouais. Il y a ceux pour la direction et il y a les KPI pour le design system. À mon sens, ceux qui sont pour la direction, c'est des KPI qui sont adaptés à leur niveau de compréhension. Et on a souvent un peu les mêmes. C'est le nombre de projets qui utilisent le design system. Donc ça, clairement, dans une grosse entreprise, à part certaines exceptions, c'est impossible à mesurer. Ouais. Une entreprise ne sait même pas combien elle a de projets. Ouais. Donc, en déduire des gains ou des objectifs sur des valeurs qu'on ne sait pas compter de toute façon. C'est pour ça que tout le monde aussi arrive dans ce genre de meet-up en disant il y a à peu près 200 projets qu'il utilise, à peu près 3, mais souvent c'est vu à la baisse. Potentiellement, c'est beaucoup plus. Donc, il y a ce genre de choses. On entend parler aussi de KPI que j'aime pas trop, c'est le nombre de composants. Ouais. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Déjà parce qu'un design system, c'est pas que des composants. Et puis, ça pousse aussi à la surconsommation. C'est-à-dire que nos objectifs dans un design system, ils peuvent être depuis la direction sur le nombre de composants, alors que c'est pas réellement notre réel objectif du design system. Donc, il faut faire le choix entre... Au contraire, parfois même. Oui, c'est ça. Souvent même. Ouais. Et donc, moi, je pense qu'il y a d'autres KPI qui sont plus intéressants pour le design system. Moi, ce qui est au centre d'un design system, pour moi, c'est la communauté. Savoir si on arrive à rassembler des gens dans un Teams, un Slack, peu importe. Est-ce qu'on arrive à avoir de plus en plus de gens? Est-ce qu'ils sont capables d'animer cette communauté ou est-ce qu'ils sont juste... est-ce qu'ils réceptionnent les informations et c'est le calme plat? Est-ce qu'ils sont vraiment intéressés par le design system? Est-ce qu'ils comprennent? Ça, c'est des trucs qui m'intéressent un peu plus. Et après, au niveau technique, celui que j'aime bien, c'est quand on fait des migrations majeures, c'est combien de projets sont laissés sur le carreau. Ça permet de savoir si on a fait un peu notre travail correctement, si la migration elle est trop compliquée, est-ce qu'il faut aller aider des gens, etc. Parce que si en fait on commence à perdre tout le monde, le jour où il va y avoir un rebranding, si personne n'est sur la dernière version, voilà, ça va faire très très mal. Et tout le discours qu'on a eu avant de un design system pour le rebranding, ça sera comme ça. Là, je pense que ça va se retourner contre nous. Ça, c'est un des gros risques, effectivement. Parce que ça a été longtemps nos arguments de dire, voilà, le jour où on a un rebranding ou un alignement, etc., ça va se faire comme ça. Et effectivement, si le travail n'a pas été correctement fait en amont et déployé partout, effectivement, là, on est un petit peu dans la panade. Donc, de ce que je comprends, tu parles beaucoup d'interaction, en fait, d'avoir une communauté qui agit beaucoup et donc aussi de leur plaisir à participer à ça. Donc, on arrive un peu sur des relations humaines aussi. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que quand on parle KPI et ROI en général, ROI, oui, beaucoup plus business. Le KPI, c'est vrai que c'est toujours très tourné business. Et en ce moment, on demande beaucoup aux designers de parler business. Et je trouve qu'effectivement, c'est hyper intéressant. On peut évoquer aussi la partie onboarding, je pense, parce que est-ce que justement un bon design system, c'est aussi un design system qui permet aux gens d'arriver et de rapidement s'approprier les éléments, de contribuer, de participer, de se sentir vraiment utile.
Ouais, c'est quelque chose de très important. Pour moi, un design system, ça est censé pouvoir se consommer de façon autonome. Ouais. Donc, si l'onboarding ne fonctionne pas, si on a des channels de communauté de support, etc., qu'on a toujours les mêmes questions, là déjà il y a un problème. Donc ça, c'est une forme de KPI. Si on n'a que des questions sur l'onboarding, sur on n'a pas réussi à installer ça, comment ça marche, qu'est-ce que c'est, ça donne quand même une petite notion. Après, c'est peut-être pas forcément ultra mesurable. Ouais. Mais par contre, on sait vite dans une communauté ce qu'on fait de mal. On le voit assez vite, on le ressent. Quand on fait une release et qu'il y a 30 issues qui sortent directement, on a un petit ressenti. Le ton, des questions, des interactions, on peut sentir aussi s'il y a de la frustration, s'il n'y en a pas. C'est difficilement mesurable, mais on arrive à le savoir en tant que core team en tout cas. Ouais. Et par contre, effectivement, mettre les chiffres derrière, plus compliqué. C'est plus difficile. Ouais. Il y a les NPS, mais Oui. c'est pareil dans les grandes entreprises. Il faut savoir quand même qu'on reçoit des sondages à peu près toutes les semaines. Donc, on a une partie des résultats et souvent, on a les résultats des gens qui sont contents ou proactifs, mais après, on perd des gens au passage, quoi. C'est un peu plus difficile. Ok. Et toi, Cyril? Sur les KPI, évidemment, je rejoins totalement ce qu'a dit Julien. En fait, sur les KPI, ce que je trouve intéressant, c'est ce que ça dit de la façon dont le design est géré dans une entreprise. Moi, en préparant ce talk, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait du chat GPT, je vais aller sur plein de sites où on nous donne des versions hyper étendues. Il y a 40 KPI qu'on peut suivre en les phasant par run, build, adoption, etc. Enfin, on peut faire son marché. Mais en vérité, l'énorme pourcentage de ces KPI, ça va être que du déclaratif. Il y a très peu d'automatisation pour suivre de façon incontestable et incontestée l'utilisation du design system. À part Figma, la librairie d'analytics qui est encore à une certaine limite, derrière, dès qu'on veut commencer à traquer avec certitude, on va être un peu sec. Nous, nos librairies de code, elles sont en open source. N'importe qui peut venir les télécharger. Ça ne veut pas dire que quelqu'un les utilise. Et je pourrais multiplier comme ça les exemples. Donc, je pense que les KPI, il faut vraiment les sélectionner en fonction de son contexte, de ce qu'on connaît de son entreprise, de ce qu'on sait aussi, et de ce qu'on sait des données qu'on va pouvoir récupérer de façon plutôt fiable. Et c'est pas la peine d'avoir une liste à l'après-vert que les stakeholders vont jamais lire, auxquels ils vont rien comprendre. Et puis, il faut éviter les aberrations. Moi, je me souviens, par exemple, dans précédente version du design system où quand on a commencé à le construire, on partait pas de rien. On avait déjà des composants. À l'époque, on était Photoshop, Illustrator, Sketch. Donc on avait juste des fichiers, on avait des librairies, on n'avait rien aggloméré. Et en fait, quand on a commencé à le construire, on avait en face de nous des gens qui finançaient sans forcément trop y croire au début. Et donc ils nous demandaient en fait tous les mois de dire combien vous avez créé de composants, combien vous avez créé de composants, combien vous avez créé de composants, combien vous avez créé d'icônes. Et du coup, à un moment donné, on se retrouvait dans une voie sans issue. Parce que le but d'un design system, comme vous disait Julien, c'est pas de créer des composants à l'infini, c'est d'en avoir à la limite le moins possible, mais que tout le monde les utilise. Donc du coup, c'est vrai que quand on est acculé comme ça à ce genre d'extrémité, le KPI a très peu de valeur. Donc il y a aussi tout un travail d'éducation aussi des personnes qu'on a en face de nous, de quelque métier qu'ils soient, pour essayer de leur faire prendre conscience le plus possible de la réalité de ce qu'on fait, quoi. Et donc, moi je pense qu'en fait, oui, le KPI, il interroge la fragilité et la maturité des entreprises sur leur connaissance du design. Combien j'ai de designers, combien j'ai de développeurs, combien j'ai de projets, combien j'ai de sites web dans la nature, combien j'ai d'apps dans la nature, est-ce que je connais les gens qui travaillent dessus, est-ce que je connais les product owners en fait. Qui connaît tout ça sur le bout des doigts? J'imagine assez peu de gens. En tout cas, chez nous, c'est pas le cas. C'est tentaculaire. Yeah. Donc, fixer des KPI sur le nombre de projets qui utilisent le design system, ouais, mais si je connais pas mon nombre de projets éligibles qui tombent sous l'ombrelle du design system, c'est assez relatif. Et tout ça, en plus, va être du déclaratif. Oui, est-ce que tu utilises le design system? Oui. Puis on gratte, il a utilisé le bouton. Puis la drop-down list, elle est custom, la radio bouton, elle est custom, le custom. Donc, c'est très, très, très relatif, quoi. Il faut vraiment prendre ça avec des pincettes, quoi. C'est loin d'être une science exacte.
Et donc du coup, si on enchaîne sur le ROI, parce que là pour le coup, le fameux ROI, parce que là, ça peut être légitime, c'est-à-dire qu'on sait à quel point ça peut être un investissement massif, c'est-à-dire de faire travailler des équipes de 3, 4, 5 personnes à plein temps sur un design system. Bon, c'est un investissement colossal en vrai. Donc effectivement, à part dire t'inquiète, fais-moi confiance, on va être efficace et puis ça va vraiment servir. Comment effectivement on pourrait mesurer? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir des vrais ROI bien mesurés qui font sens et qui parlent Personnellement, j'en ai pas vu parce que souvent c'est lié au nombre de projets qu'ils utilisent. On applique une formule mathématique qui est sortie du chapeau sur un nombre de projets qu'on ne connaît pas. Donc en fait, on a déjà deux inconnus. C'est des valeurs qui ne veulent pas dire grand-chose. Par contre, il y a des choses qu'on doit pouvoir un peu plus ressentir. On parlait d'accessibilité tout à l'heure. Si le design system impulse de l'accessibilité et que les projets sont capables du coup d'être accessibles, il suffit de le voir. On va sur certains sites web, on prend son clavier, on appuie sur Tab, on peut pas naviguer. Ouais. Donc là, on récupère un certain nombre de personnes qui sont en situation de handicap, qui utilisent des screen readers ou simplement juste qui naviguent au clavier. Et déjà tout ce pourcentage-là de gens, c'est un retour sur investissement parce qu'en fait, c'est des gens qui pouvaient même pas utiliser le produit, donc qui peuvent pas l'acheter, qui peuvent pas le consommer quand on est sur du B2C. Donc il y a ces notions-là, elles sont pas mesurables. Enfin, c'est pas le design system qui apporte ça directement, mais ça en découle. Et il y a plein de choses qui découlent de ça. Donc, j'ai pas de formule magique, mais il faut arriver à à faire comprendre aux décideurs que le design system, c'est une sorte d'outil. De la même façon, on va pas avoir de ROI sur des outils tech pour aller vérifier la sécurité des projets. C'est obligatoire et s'il n'y a pas ça, on peut avoir de gros problèmes en termes de ROI négatif. Ouais. Et là, c'est un peu le même délire, je pense, pour les design systems. En plus, ça y perd qu'autre chose. On parle souvent du design system aussi comme une façon de mieux gérer l'organisation de manière générale du design des techs, parce que effectivement, c'est un outil, un produit, appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas quelque chose qui fait que on est obligé vraiment de bosser ensemble pour faire ça, que ça soit du côté du produit, de la tech, du design, etc. Est-ce que la fluidité de l'organisation, ça pourrait être justement un élément à mesurer pour voir si c'est vraiment efficace? Ouais, je sais pas à quel point c'est mesurable, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Moi, je dis souvent que la complexité d'un design system, c'est la même complexité que l'entreprise. On retrouve des layers de librairies de composants côté design, côté tech. Si l'entreprise elle a 18 entités et qu'à chaque fois il y a des libs, c'est super difficile à gérer collectivement. Et puis quand j'étais à Orange, je faisais partie du groupe d'experts front-end, donc on prenait certaines décisions entre guillemets, c'est-à-dire on allait écrire des recommandations pour le groupe sur un peu les technos qui sont plus ou moins autorisés à être utilisés, etc. Et en fait, on se retrouvait au fil du temps à voir que les recos qu'il y avait dans le design system, elles finissaient dans les recos du groupe. Et finalement, c'était un peu la même chose. Donc on arrive très haut dans le chapeau de l'entreprise, de toutes les couches de complexité politique. Et oui, ça permet d'unifier des choses en tout cas. Cyriac, sur le ROI. Le ROI, je pense que on peut l'estimer, on peut l'extrapoler, mais de là à faire un calcul fin qui puisse être pris comme un résultat final, j'y crois assez peu. Le design system, c'est 100% d'humain en fait. C'est pas remplacer une machine-outil par une autre machine-outil qui va frapper des pièces 2 fois plus vite et qui va tourner H24. C'est que de l'humain. Donc les gens travaillent plus vite, moins vite, ont une capacité d'appréhension plus ou moins développée. On est tous différents. Donc quelque part, ce facteur est primordial à prendre en considération. Et puis autant, entre guillemets, ça peut être facile de calculer le temps qu'on va gagner sur la création d'un composant unitaire, le temps qu'on va gagner à ne plus le créer, plus exactement. Mais il y a une donnée qu'on ne calcule quasiment jamais et qui est la donnée déterminante,
c'est le coût de migration du legacy, en fait. Comme je disais, chez nous, 500 apps, probablement 1 millier de sites web, internes, externes. Le coût de migrer ce legacy-là sur un nouveau design system, ben, si on commence à le calculer, je pense qu'on arrête tout de suite, en fait. Parce que ça c'est presque terrifiant. Ouais. Déjà, pour le calculer, il faudrait probablement investir du budget dans des ressources qui iraient faire des audits, design et technique, pour comprendre ce qu'il y a dans la nature et commencer à tenter de le mesurer. Donc ça, c'est quelque chose qui peut... Et pourtant, c'est une donnée énorme. Sans dévoiler de secret, chez nous, typiquement, on a des outils internes qui sont encore, par exemple, qui sont minoritaires, mais qui sont, par exemple, encore sur notre ancienne charte. Oui. La charte d'avant 2016. Donc, et c'est... En plus, on a des choix d'IT différents. Alors, Intel a fait son choix de stack technologique qui est ça. Intel a fait l'autre choix. Il y en a un qui a choisi tel CMS, l'autre a choisi tel autre CMS. Pour réconcilier tout ça déjà dans un seul framework technologique, c'est déjà, on part sur des années, on part sur des heures et des semaines et des mois de discussion. On part aussi sur des coûts non négligeables. Et quand en plus, il faut repasser le design qui est existant, qui est dans la nature, au filtre du design system pour faire migrer le legacy, encore faut-il que le product owner il soit d'accord pour consacrer du budget à migrer un legacy alors que lui, il a d'autres priorités. Donc, je pense que le ROI, c'est design system, c'est un peu, je pense, c'est un peu une arlésienne. On a tous conscience, je pense ici, que on gagne du temps, on gagne de l'efficacité, on le sait tous, mais de là à le démontrer avec précision et accurate, comme on dit, c'est une entreprise titanesque, je pense. Le seul cas où je vois à peu près ce qui serait possible de mesurer de façon fiable, c'est quand toutes les étoiles sont alignées et qu'on vient de fabriquer un site et qu'on en a profité pour fabriquer des composants et que derrière, on refabrique un site à peu près jumeau mais avec d'autres contenus et que là, on peut mesurer à peu près l'efficacité. Mais là, il faut que toutes les étoiles soient vraiment alignées. On parlait de composants, on parlait de... il y a un sujet pour moi qui est hyper important, c'est les fondations. Parce que c'est peut-être au final ce qu'il y a de plus important dans le design system et du temps qu'on met à les faire aussi. Parce que je sais que selon les entreprises, on y passe plus ou moins de temps. Et alors que pour moi, c'est comme les fondations d'un immeuble. Si on réfléchit pas bien avant, effectivement, tout le reste risque de péricliter. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Je sais que chez Thales, en l'occurrence, je sais pas si tu as encore des billes à dire là-dessus, mais il me semble que les fondations, elles sont vraiment réfléchies longuement et on prend du temps à les mettre en place, à les valider. Ouais, de ce que j'en ai vu, donc j'ai pas toutes les billes, mais je vois qu'il y a eu beaucoup de temps passé sur les fondations. C'est quelque chose, comme tu dis, qui est très réfléchi. Il y a eu des développeurs dans la boucle pour les fondations et je pense que ça c'est vachement important parce que si on part dans des directions qui au final sont pas faisables, ça devient déjà compliqué. Il y a eu beaucoup de travail. Bon, je sais pas si ça fait partie aussi des fondations, mais beaucoup de travail sur les tokens. Pour moi, c'est un peu lié. Ouais. Ça en découle. Et, on travaille là énormément sur les tokens pour faire de nouvelles choses, justement, pour faire ces histoires de customisation. Et ça, c'est pareil. Travailler sur les tokens, il faut faire intervenir un peu toutes les technos aussi, parce qu'on on est souvent très très centré web. Souvent c'est des devs web qui sont dans la cortine, les designers ils ont plus d'affinité avec le web. Faut pas oublier les petits copains qui font de l'embarqué, qui font du mobile, etc. Donc ça prend du temps, mais il faut bien le faire parce que si je prends l'exemple des tokens, si on fait des tokens qui marchent que sur le web, là c'est un sacré problème. Ouais. Les fondations, les tokens, clairement. Nous, là, quand on a démarré le chantier d'unification des design systems, on a démarré le travail sur les tokens, je crois, en juillet l'année dernière, me semble-t-il. C'est Maxime qui est ici présent qui s'en occupe. Et je crois qu'on a mis plus de 6 mois pour arriver à une architecture qui soit stable. On est encore en train de les tweaker de temps en temps.
Par contre, ce que Maxime a construit, c'est un tank. Hein. C'est un mélange entre un Charles Leclerc et un Panzer allemand. Ça passe partout, ça fait tout. Mais ça, en fait, c'était c'était la base. On a commencé par faire ça parce que le cahier des charges est toujours un design system qui puisse gérer du B2C, du B2B, du orange et du B-brand, du sub-brand, qui puisse gérer du light mode, du dark mode. Donc, il faut que ça fasse tout ça parce que c'est à ce prix-là qu'on arrive à embarquer en fait le plus possible de personnes dans l'initiative. Donc, il a fallu définir toute cette structure de design token. Il a fallu, et Julien y a participé, construire un robot qui prend le contenu du Figma et va le transférer en code pour toutes les frameworks qu'on va utiliser pour le dev. Il a fallu le tester. Donc tout ça, c'est 6-8 mois de travail. Et pendant ce temps-là, on a quasiment pas fait de composants, quoi. On a commencé à faire des composants en parallèle. Et au fur et à mesure qu'on faisait les composants, on revenait sur les tokens pour les faire évoluer. Donc les tokens, effectivement, pour nous, c'est la fondation. On n'en avait pas en fait jusqu'à maintenant. On en avait quelques-uns dans un des 2 design systems qu'on est en train de fusionner, mais alors c'était embryonnaire. Et là, on est rentré dans le super dur du dur, quoi. Ouais. Donc ça c'est clé, les fondations, la partie aussi les guidelines pour le design digital. On avait 2 design systems, donc on avait un tronc commun, et puis on avait aussi des variantes, des petites différences. Il a fallu unifier tout ça. Il a aussi fallu refaire d'autres choix, notamment pour prendre en compte plus la partie éco-design et accessibilité. Donc il a fallu reposer un certain nombre de fondations sur le design au global, poser ça, les tokens, pour vraiment pouvoir commencer à travailler les composants de façon plus sûre. Ouais. On a souvent l'impression qu'un design system doit être le moins flexible possible alors que, de plus en plus, j'entends un petit peu le contraire, et parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit que quand on veut être vraiment très très strict, on se prend très 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 vite la tête, on se prend très très vite des murs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? Et c'est quoi un peu votre politique de flexibilité, on va dire, par rapport à ça? Parce que comme tu disais, on fait des fondations, on commence à les tester. Et en fait, tant qu'on n'a pas mis les mains dedans, tant qu'on n'a pas commencé à fabriquer des choses, on a du mal vraiment à se projeter et à voir que ça marche vraiment. Ouais, comme je le disais tout à l'heure, on a besoin de cette customisation fine, soit par entité, soit par projet, mais des petits bouts par-ci par-là qu'on peut pas maîtriser à l'avance. Donc là, ce qu'on a commencé à faire, on est en train de travailler sur la 2e génération des tokens dans le design system, et on a changé notre approche drastiquement. C'est-à-dire que là, avant, on avait des tokens qui venaient de Figma. Là, on sort de Figma, on crée nos propres tokens via un outil qu'on fabrique de customisation de tokens, donc qui sera à la main d'une gouvernance à définir. C'est pas encore le cas, mais il y aura une partie core et on donnera sûrement la main à certaines entités ou à certaines personnes clés pour avoir des variantes et pour en générer leur set de tokens qui seront transformés au format DTCG et qu'on pourra ensuite importer à la fois dans Figma, mais aussi dans des outils comme Penpot, parce que il n'y a pas que Figma, il y a aussi d'autres outils, et on s'en rend compte aussi maintenant, parce qu'il y a des particularités à Thales, c'est que tout ne peut pas être stocké sur Figma, donc Penpot en self-host, c'est l'une des seules autres solutions. Et pareil, au niveau des technos, ça veut dire qu'aussi les composants, les variables, il faut pouvoir les tuner de l'extérieur, il faut pouvoir injecter ces tokens dans les sets de variables CSS, SAS ou autres technos. Donc il faut que tout soit customisable, mais qu'on puisse un peu garder la main pour pas que ce soit l'anarchie non plus, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une approche très technique des fondations des tokens chez Thales. Ouais. Là, on est parti sur quelque. En fait, il y avait un blocage, c'est que ne serait-ce que pour faire des interfaces qui sont un peu plus espacées ou compressées pour des apps techniques, déjà là il y a un problème parce que c'était pas réellement faisable. Mais après, comme je l'ai dit, il y a des contraintes métiers qui font que dans Figma, les gens ont détaché tous les composants parce qu'ils n'ont pas le choix. Et côté tech, en fait, suivant comment sont créés les composants, on ne peut pas réellement détacher un composant, c'est-à-dire qu'on le refait, quoi. Ouais.
Donc potentiellement, je ne connais pas encore assez l'entreprise pour le dire, mais j'imagine que dans certaines entités, ils ont un peu un espèce de fork de ce qu'on fait avec leur sauce un peu. On va de plus en plus vers des choses agnostiques qui s'adaptent le plus possible. Donc nous, c'est vraiment notre philosophie à venir. On se détache de Figma, enfin de tous les outils. En fait, Figma, c'est quelque chose qui va accepter des tokens comme Penpot, comme n'importe quel techno web ou mobile ou je ne sais quoi. Et pareil, côté web, on supporte Tailwind, mais on n'utilise pas Tailwind dans nos composants. Mais on laisse la possibilité aux personnes de l'utiliser, de le configurer en faisant des presets à partir de nos tokens. Donc en fait, on essaie d'offrir une liberté absolue de l'utilisation de nos fondations. Après, on ne l'a pas encore fait entièrement, c'est la théorie. Mais en tout cas, on part sur ça. On en parlera à la fin sur justement un petit peu l'avenir des design systems. Il y a un autre sujet que je voulais évoquer, sauf si tu voulais rajouter un... Oui, je pourrais rajouter la flexibilité du design system, que ce soit tech et design. On est en plein dedans, là, dans la core team. On est présent en Europe, en Afrique, donc culture différente, comportements utilisateurs différents, produits et services vendus différents. Et on doit tenir compte de tout ça dans le design system qu'on est en train de construire. Au départ, on est parti avec une idée, on s'est dit, voilà, on va prendre le style d'un des deux design systems qu'on essaye d'unifier. On va plutôt partir de ce style-là. Et puis, on va essayer d'en faire finalement le produit pour tout le monde. Sauf que quand on commence à discuter avec d'autres pays, et notamment des pays sur le continent africain, on se rend compte que les recettes qu'on a en Occident ne fonctionnent pas sur place en fait. Il y a des gens qui ont développé sur place des choses qui font sens parce qu'ils connaissent leur population, ils connaissent leur marché, ils ont testé les habitudes de leurs users et donc on peut pas en fait imposer quelque chose. C'est pas possible. Il faut en tenir compte parce qu'il y a du rationnel derrière. Et donc là, on est justement dans un moment où on est en train de voir comment on va rassembler ces deux approches, ces deux réalités au sein d'un design system commun. Alors on me dit, ah ouais, mais au départ, tu as dit design system unifié. Mais en fait, on change, finalement, le shift, il est sur le fait que, certes, c'est un design system qui est unifié parce qu'on prend en compte, en fait, les différentes pratiques et les différentes réalités. Ce qui importe pour nous demain, c'est que les gens viennent chercher leur source de vérité dans ce design system-là. Et même s'il y a deux thèmes, un pour répondre plus à un marché entre guillemets européen et l'autre à un marché africain, même si c'est pas aussi binaire et manichéen que ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se recoupent, au moins les gens viendront chercher leur contenu dans le design system. Et grâce au token, on va pouvoir en fait gérer ça et on va pouvoir aussi travailler avec eux sur des librairies locales quand véritablement il y aura un besoin qui sera avéré. Et sur la partie tech, comme je disais tout à l'heure, on est face à un paysage qui est très hétérogène. On mène des entretiens avec nos différents pays et à chaque entretien, on découvre, comme je disais, une stack techno et des choix qui sont différents et dont il va falloir tenir compte parce que, eh bien, comme on disait, le coût de changer est important. Et ce que nos pays regardent, ils ont un PNL, ils ont des résultats à faire qui leur sont demandés par le groupe. Et donc, nous, il ne faut pas qu'on arrive en venant comme ça culbuter en fait leur objectif, parce que derrière, c'est des e-shops avec des taux de transfo attendus, des résultats au niveau des ventes online. On ne peut pas arriver comme ça et tout casser. Donc, on doit prendre en compte cette réalité-là pour proposer quelque chose qui pourra s'insérer le plus possible dans un existant. Et c'est un beau challenge. Et c'est une très belle transition sur la recherche utilisateur dans le cadre d'un design system, justement. C'est quelque chose que moi, j'ai rarement vu dans des entreprises parce que effectivement, on peut considérer ça comme un produit et donc il y a des utilisateurs, que ce soit des contributeurs, des consommateurs, etc. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui ont été mises en place, que ce soit chez Thales ou chez Orange? Ça répond. C'est bon. Alors,
Quand tu parles de recherche utilisateur sur le design system, tu parles de quel utilisateur? Tu parles de l'user du DS ou tu parles de la performance du design system sur le final end user de l'actif? Pour moi, c'est tous ceux qui vont l'utiliser dans le sens, soit je contribue, soit je l'utilise, je te fais des retours. En gros, ceux qui vont fabriquer des interfaces grâce à ce design system, quoi. Alors, on a eu deux réalités. D'ailleurs, elles sont toujours en place puisque, comme vous avez compris, en fait, on est en train d'unifier deux design systems qui continuent d'exister et qui continuent d'être utilisés en legacy, en évolution des apps ou des sites web, et aussi qui sont utilisés parce qu'il y a des nouveaux projets qui démarrent. Notre design system unifié, il n'est pas encore disponible, et donc on a finalement une double réalité. Sur un des deux design systems qui était limité donc au périmètre France, il était sur un périmètre produit, service et people connu et maîtrisé. Donc c'était beaucoup plus facile, mais pas forcément si facile que ça, hein, Maxime, de récupérer de l'insight utilisateur. Il y a des canaux, il y a des réunions, il y a des échanges réguliers, donc il y a de l'insight qui remonte du besoin. Et sur l'autre design system, finalement, celui sur lequel moi j'ai travaillé jusqu'à maintenant, là en fait, comme c'était un design system pour l'entièreté en fait de notre footprint, à part la France, c'était quasiment impossible, avec la meilleure volonté du monde, d'aller faire de la recherche utilisateur parce qu'en fait, le périmètre était tellement vaste que ça faisait en fait une somme déjà de contacts à gérer, une diversité en fait d'implémentation en réalité dans des produits. C'était, on a tenté de le faire, d'aller sonder, d'aller rechercher, et on s'est aperçu que c'était extrêmement compliqué de mettre en place des canaux de remontée d'informations, que les gens qui utilisaient sur le terrain étaient dans une réalité quotidienne où ils n'avaient pas vraiment le temps de contribuer. On a souvent fait des appels à contribution, on cherche des volontaires, est-ce que vous voulez contribuer? Souvent, les gens disent oui au départ, on envoie un survey, des ouais, je serai partant pour contribuer, j'aimerais beaucoup. Puis après, quand on commence à faire appel au volontariat, les gens sont dans leur réalité quotidienne, sont pris dans leur travail, et ils n'ont pas en fait tant de temps que ça à contribuer, à passer pour contribuer. Donc, et là en fait, sur celui qu'on est en train de construire, on va développer un programme d'ambassadeurs pour justement récupérer du feedback terrain en amont, en avance de phase, mais on va être confronté de toute façon à la même population, puisque des gens qu'on a en face de nous, ils n'ont pas changé. C'est ceux qu'on avait hier, on les a aujourd'hui, et donc il va falloir, j'espère, pouvoir trouver effectivement des gens qui vont pouvoir contribuer, mais c'est pas simple. On est dans 22 pays, sur 3 continents. C'est extrêmement complexe, même avec la meilleure volonté du monde. Donc, j'ai envie de dire que aussi, on fait aussi appel à l'expertise de la core team. Et sur la question de la flexibilité, la flexibilité du design, on s'est beaucoup posé cette question-là. Et on en parlera peut-être, on parlera peut-être des mots magiques tout à l'heure, si c'était à refaire. C'est un sujet sur lequel il faut faire très attention. La flexibilité, chacun en a sa conception, et quand on commence à mettre ce mot-là dans des meetings, et avec des stakeholders en particulier, tout le monde va comprendre une chose peut-être différente, et il faut glossariser dès le départ en fait. Il faut donner la signification des termes, dire voilà, ça veut dire ça, mais par contre, ça ne veut pas dire ça. Encore la semaine dernière, on était en train de traiter un sujet sur un produit qui, entre guillemets, souhaitait se singulariser pour des bonnes raisons, sûrement. Mais finalement, on se rend compte que si on commence à faire un design system unifié et qu'on commence à donner la porte ouverte à certains produits qui sont tous sur la même marque pour se singulariser, en fait, ça devient ingérable en fait. Donc on a parlé, on a échangé, on a discuté pour faire comprendre que dans notre vision des choses,
le produit, il va pas se singulariser avec le design du bouton ou de la drop-down ou du radio-bouton ou je ne sais autre. Il va se singulariser avec l'iconographie, l'illustration, la photo, le layout, l'ADA, le UX writing. C'est avec ça qu'il va se singulariser au sein de la même marque, mais pas avec un composant dont on voudrait changer des attributs parce que on pense que ça va donner une identité différente à mon produit. On peut plus se le permettre aujourd'hui, sinon on va pas dans l'objectif, quoi. J'avais trois petits sujets, derniers sujets, pardon. On en parlait pendant qu'on préparait l'événement. Le log des décisions, c'est-à-dire il y a plein de décisions qui sont prises et justement le design system, quand on parle de token, quand on parle de variable, c'est justement prendre des décisions sur le design. On sait qu'en entreprise, c'est souvent remis en question. Et est-ce que vous avez une façon de suivre ça, de faire en sorte que ça soit historisé, mis de côté, documenté aussi pour faire comprendre aussi le pourquoi du comment de cette décision, comment on en est arrivé là, qui facilite justement la compréhension de ces éléments-là? Moi, c'est un sujet que j'adore, ça, parce que ça me fascine et que j'arrive pas à le mettre en place. Mais en fait, c'est super important. Exemple concret, je viens de changer d'entreprise, j'arrive à Thales, j'ai plein de questions. Et il y a pas mal de réponses, je me rappelle plus, je sais plus trop. Et je pense que moi aussi, en partant, j'ai laissé des questions en suspens. Quelques questions. Donc, c'est pas dans nos habitudes de tous les jours. On communique beaucoup en asynchrone sur Teams, on communique beaucoup, on fait parfois des comptes rendus de réunions. Mais en fait, c'est des choses qui sont éparpillées partout. Ce qu'il faudrait faire, je ne sais pas comment, c'est noter toutes ces décisions. Ce qu'on a fait, pourquoi, à partir de quelles données, projets, qui étaient dans cette discussion. C'est des mini-notes à faire un peu partout. Pourquoi on n'a pas fait ça? Ça, c'est super important, c'est le mythe plus important. Il faut les stocker. Peut-être que c'est à côté de la documentation, peut-être que c'est lié à la documentation parce qu'il y a un côté architecturel qui est un peu le même. On le fait beaucoup côté dev parce qu'en fait, on a le système de merge request, de pull request, mais par contre, c'est très isolé. Il y a l'historique Git, c'est super bien, on peut revenir en arrière. Donc ça, c'est si les personnes ont fait l'effort de remplir des descriptions et de justifier leur choix parce que le code, certes, c'est la vérité de ce qui est livré, mais on ne connaît pas forcément toutes les raisons. Donc c'est des bonnes pratiques du dev, mais qu'il faudrait réussir à rassembler dans un outil, je ne sais pas lequel. Et par contre, ce qui est dur, c'est qu'il faut que tout le monde joue le jeu dans la core team. Ouais. Et c'est super difficile. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit, grosso modo, qui sont souvent des décisions, en fait, on prend des micro-décisions tout le temps. Il faut arriver à les synthétiser, il faut les mettre quelque part. Et après, il faudra pouvoir rechercher dans ces décisions. Ouais. Je sais qu'il y a, je sais plus quel design system, il y a des personnes qui essaient de faire ce genre de choses et qui loguent leurs décisions dans Airtable pour pouvoir faire des recherches. Je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si c'est le bon outil parce que peut-être que c'est trop décorrélé des documentations ou autre. Mais au moins, il y a quelque chose qui est fait. Et je trouve ça cool. Je ne sais pas si c'était chez Airtable, mais chez Laurent Thibault, chez Decathlon, il m'avait parlé de ce sujet qui était hyper important pour lui. Il avait trouvé une solution mais pour une prochaine fois. Le titre du meet-up, c'était et si on devait refaire les choses. Vu qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va commencer à parler de ça. Okay. Les gros murs que vous avez pris, les grosses erreurs que vous avez faites, déjà comment vous les avez vécues et voilà, qu'est-ce que vous referiez différemment dans tout ce que vous avez déjà fait? Alors il y a des choses qu'on a déjà commencé à faire, c'est remettre l'expert accessibilité au milieu de la pièce. Parce que on s'aperçoit bien que c'est lui qui fait la glue entre le dev et le design. Il a un pied dans chaque camp et ça aide beaucoup. On a eu une époque où il n'était pas là et le jour où il a été là, ça a changé notre façon de travailler, ça a amélioré notre performance. On a été plus efficace tout au long du processus. Donc ça, l'expert accessibilité, c'est vraiment fondamental. Après
qu'est-ce qu'on referait différemment? Je dirais attention à la surpromesse, attention aux mots magiques. On a des stakeholders qui, pour une grande partie, ne sont pas familiers du métier. Il faut faire extrêmement attention à vérifier qu'ils ont bien compris ce que l'on va faire, ce que signifie ce qu'on va faire et ce que l'on ne va pas faire. Donc il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut leur quasiment au début du projet, leur faire un glossaire, les prendre entre quatre murs et leur dire voilà, ça veut dire ça, voilà ce que ça veut pas dire, voilà ce qu'on pourra faire, voilà jusqu'où on peut aller, voilà là où on ne pourra pas aller. Donc il faut faire véritablement attention à la surpromesse, à l'effet waouh des démos aussi. Je me souviens d'une démo faite à un design system office avec la librairie des tokens en fonctionnement, où effectivement on montre à nos stakeholders comment on passe de orange à soch, du light mode, dark mode. Et là évidemment c'est un énorme effet waouh, parce que les gens disent ah ouais mais c'est génial. Donc du coup en fait vous avez bien avancé. En fait, pas vraiment, parce que là, c'est juste une démo. Et c'est la pointe de l'iceberg qui fait ça. Mais ce qui reste sous l'eau, c'est ça, en fait. Donc, il y a cet aspect démo qu'il faut maîtriser. Et ces mots magiques qui peuvent se transformer à la fin en un péché originel. Okay, et je pense que ce qu'il faut faire également, et je pense qu'il n'est pas facile, mais idéalement, il faudrait pouvoir le faire. Souvent, en fait, on se dit, la core team, finalement, elle va gérer son agenda en fonction de ce que les stakeholders lui ont donné comme feuille de route. Et donc, on est préoccupé sur notre feuille de route, nos tâches et ce que nous, on a à faire. Mais en vérité, il y a une autre population dont il faut se préoccuper et s'en préoccuper énormément, c'est les sponsors, c'est les stakeholders. Parce que nous, on est en train de construire le véhicule. Par contre, ceux qui vont nous ouvrir la route, c'est eux. Et donc, eux, leur travail, il commence en même temps que celui de la core team. Ils ont tout un travail de prise de contact, d'éducation, de communication auprès de leurs homologues terrain, de leurs product managers, product owners, les head of design locaux, les chargés de com, les responsables de com, tous ces gens-là qui, derrière, ont un pouvoir localement pour faire en sorte que le design system, demain, il soit appliqué. Parce que la core team, elle a l'influence qui est là. On sait que dans de grandes organisations, il y a aussi parfois une histoire de galon sur les épaulettes qui fait qu'on va parler ou pas parler entre personnes. Et donc, je dirais que, en fait, quelque part, au départ du projet, il faudrait formaliser les actions qu'on attend des stakeholders et au long du projet, s'assurer que ils les accomplissent, voir les difficultés qu'ils rencontrent, pour s'assurer qu'ils font leur part et qu'ils ont un discours qui est aligné en fait avec ce que nous en fait on doit délivrer. Et donc nous aujourd'hui on a notre design system manager qui est Stéphane qui est présent, qui fait ce travail-là et c'est un vrai job quoi. Ça prend du temps quoi, parce qu'il faut tout le temps se recaler. Donc je pense que ça c'est quelque chose qu'il faudrait travailler et puis faire attention aux mots magiques, flexibilité, token, thème, rebranding, tous ces trucs-là, parce que ça, c'est sûr que si c'est pas compris dès le départ, on se retrouve dans des situations où 6 mois après, on a des gens qui disent « mais j'avais compris que je pourrais avoir un thème pour mon produit parce que du coup, on m'a parlé de flexibilité et autres ». Non. Ouais, c'est vrai. Non. Et toi, Julien, tu voulais rajouter quelque chose sur… J'ai vécu les mêmes choses que Cyriac au même moment. Donc moi, ce qui m'a marqué le plus, d'ailleurs, ça nous a tellement marqué qu'on avait fait un talk en interne avec l'expert accessibilité, c'est ça. C'est qu'en fait, on se plaignait des silos design qui donnaient aux devs. Et en fait, on s'était retrouvé dans une situation où on n'était pas à 100% dans la core team au tout début. Et en fait, en interne dans la core team, on avait recréé ce silo par manque de temps. Et en fait, on s'est rendu compte que la co-conception, accessibilité, design, dev pour faire des specs, en fait, c'est juste obligatoire. Sinon, c'est des allers-retours qui n'en finissent pas. Et en fait, on a tendance à croire que s'il y a des problèmes côté dev ou accessibilité, on remettra un coup de peinture sur le composant. Mais en fait, nous, on a eu des use cases où en fait, le composant, on l'a refait from scratch. Et en fait, il était 4 fois. Et c'était un pauvre composant qui était simple. Et en fait, il nous manquait des billes, il y avait un problème de communication et donc ça, c'est super, super important. Et après, il faut savoir dire non.
même si on a l'habitude de dire non à 90% des choses qu'on nous demande, il faut passer à 95%. C'est terrible, mais en fait, on passe nos journées à dire non ou à dire. En fait, quand on commence à dire oui, ça rentre dans le backlog avec une certaine priorité et c'est ingérable. Donc, une roadmap, c'est cool, pas de date sur la roadmap, jamais. Ça, c'est quelque chose à apprendre aussi parce que quand on s'est engagé. Ça, c'est les années en organisation. Jamais de date. Non, mais va falloir comprendre ça à une équipe marketing, quoi. Il faut essayer. Il faut savoir dire beaucoup non, mais expliquer pourquoi. Ça, c'est très important aussi. Et parfois, on prend pas le temps de le faire. On dit juste non, bon, gérez-le dans votre projet, tout, mais il faut. Il y a quelque chose qu'il faut mettre en place comme ça. Beaucoup de communication. Énormément. C'est humain. J'ai l'impression que comme beaucoup de choses. En conclusion, il va nous rester les 2 petites minutes pour donner la parole à nos chers invités. Je voulais parler un petit peu de l'avenir. Comment vous imaginez l'avenir, vous, des design systems dans 5 ans, dans 10 ans? Parce que là, avec tous les énormes changements d'outils, alors ça reste que des outils, Julien, mais avec tous les outils qu'on voit émerger en termes d'IA, en termes de vibe coding, d'automatisation. Là, on a vu MCP arriver dans Figma. Enfin, ça fait réfléchir quand même à beaucoup de choses. Selon vous, ça va ressembler à quoi un design system dans 5-10 ans? Et comment ça sera utilisé? En 2-3 mots, je pense que nos métiers ils vont se fondre un peu, les designers, les développeurs. Nous, on le voit déjà dans l'équipe. On a un designer qui sait coder et nous, on sait manipuler Figma. Donc ça, je pense que c'est au moins dans la core team, c'est indispensable. Parce que sinon, vu la technicité des tokens et justement le fait de s'abstraire des outils fait qu'on doit créer les nôtres, il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne. Donc ça, c'est un peu le présent. L'IA, bien sûr, je sais pas jusqu'à quel point, il faut toujours faire attention, la qualité, la sécurité, l'accessibilité, mais ça reste des outils qui sont quand même assez incroyables et je pense qu'on ne sait pas encore ce que sera capable de faire l'IA. Il y a des choses qui sont assez impressionnantes via les MCP, peut-être que ce sera plus les MCP après. Je pense que moi je crois beaucoup en le fait de stocker nos documentations, de stocker le comportement des composants, de stocker les tokens sous forme de data, et après les injecter dans des systèmes. Et de toute façon, les MCP ou ce genre de techno, ils sont capables de lire des datas. Et donc peut-être qu'ils feront des trucs bien mieux que ce qu'on est capable de faire. Donc je crois beaucoup à ça. Un système complètement agnostique qui permet avec des normes. Avec des normes bien définies, quoi. Et toi, Cyriac? C'est toujours un peu dur de se projeter à 5 ou 6 ans. Déjà, là, si on arrivait à se projeter déjà à 2 ans, pour ce qui nous concerne, ce serait déjà bien. Oui, je pense que, je vais un peu enfoncer les portes ouvertes, mais on va sûrement vers beaucoup plus d'automatisation des tâches, même dans des outils comme Figma. Donc, ce qui va de toute façon ramener d'autres questions. Typiquement, on parlait des KPI tout à l'heure. Demain, on nous demandera peut-être, finalement, quelle est la part d'utilisation du design system qui est liée à un facteur purement humain ou qui est liée à l'utilisation d'une IA, parce que du coup, ça va aussi nous permettre de quelque part de budgétiser les choses et d'approcher les choses de façon différente. Donc, je pense que cette part d'automatisation à venir, elle est non négligeable. Nous, on est en train de regarder pas mal de pistes sur l'IA pour agentiser un maximum de choses. Typiquement, aujourd'hui, on a une librairie de 1700 icônes chez Orange. Et donc, l'idée, aujourd'hui, alors on a déjà développé des outils, mais qui sont pas basés sur de l'IA, qui sont basés sur des mots-clés, qui permettent via des plugins à des personnes d'aller chercher une IA, une icône suivant un certain nombre de mots-clés qu'on a rentrés. C'est pareil, rentrer un mot-clé, c'est toujours un facteur humain. Il y a toujours une marge d'erreur. Et là, on est en train de travailler sur effectivement un agent qui permettrait d'aller, à partir d'une requête, chercher une icône qui correspond et à proposer aussi des icônes adjacentes qui correspondent
à la requête également, mais avec un niveau de confiance un petit peu moindre. C'est travailler là-dessus, c'est par exemple tout ce qui est la partie token aussi. Quelqu'un qui voudrait créer un composant demain, aller déposer une requête et que l'agent lui ramène, selon lui, les tokens à utiliser pour construire ce composant-là, plutôt que de devoir aller chercher. Voilà, l'idée, je pense, c'est d'aider, c'est pas de remplacer, mais effectivement toutes ces tâches un peu répétitives, on peut sûrement les automatiser. On passe notre temps, par exemple, à refaire des tunnels d'e-shop. On a 20 ou 22 pays, on a un e-shop dans chaque pays pour vendre en ligne nos produits et services. Bon, c'est vrai qu'on a constamment des demandes qui nous disent est-ce que vous n'avez pas des templates, des pages toutes faites? On pourrait sûrement automatiser ce genre de choses en allant récupérer tout ce qui se fait, en le faisant analyser et que ça nous sorte des templates types. Aller nous récupérer par exemple tous les composants dont j'ai besoin pour faire un processus d'inscription ou de création d'un compte client. Voilà, des choses comme ça, des choses assez basiques que les gens aujourd'hui ils n'ont pas sous la main et qu'ils ont tendance à refaire à chaque fois parce qu'il y a les composants, il y a les parcours derrière. Alors que ça, justement, ça mériterait d'être normalisé, ce genre de choses. On arrive à la fin. Si je devais garder 3 points importants, vous me dites si je me trompe et vous pouvez me compléter. Je dirais que l'accessibilité comme levier, ça a l'air d'être vraiment un point hyper important et je suis complètement aligné avec ça. Ne serait-ce que ça va devenir de toute façon une obligation et c'est pas plus mal et c'est une super bonne chose parce que effectivement un produit qui est plus accessible, c'est un meilleur produit pour tout le monde. Je pense. Le deuxième point que je garderais, c'est, je sais pas si on dit ça, l'agnosticité. Faire que ça soit agnostique. En gros, créer vraiment un système qui puisse être diffusé à travers différents systèmes pour éviter justement d'avoir à redévelopper 15 000 trucs 15 000 fois. Et les relations humaines, quoi, tout simplement. Enfin, la communication, la pédagogie. Expliquer encore et toujours, éviter les surpromesses. Enfin, tout ça, ça fait partie du même monde qui est de réussir à créer des liens humains vraiment forts avec les gens. Est-ce que ça vous va et est-ce que vous avez un petit truc à rajouter pour finir avant qu'on donne la main? Moi, je dirais humilité, conviction et persévérance parce que c'est un long chemin, c'est plusieurs marathons. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Yannick est là avec un micro. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci pour votre partage d'expérience. Du coup, j'avais une question qui fait un peu écho à la question de Nicolas tout à l'heure sur la recherche utilisateur. Du coup, j'aimerais savoir comment vous traitez la connaissance des utilisateurs finaux. Est-ce que vous passez par les équipes produits qui vous remontent des feedbacks à changer sur un composant ou des organismes, des molécules, ou est-ce que vous gérez ça de votre côté? Alors, pour ce qui nous concerne, on a plusieurs canaux. On a des centres de tests clients, côté B2B et côté B2C, qui vont faire des tests, souvent en fait sur des parcours, et qui vont nous remonter des difficultés, assez souvent sur l'accessibilité. On a aussi localement dans les filiales et surtout dans les filiales qui ont un portail avec un e-shop, il y a du Hotjar, du Content Square, il y a de l'A/B testing qui est fait aussi et qui permet de valider certaines hypothèses. C'est très variable, vraiment c'est très hétérogène. On retombe souvent sur des questions de budget. Parce que souvent les solutions pour faire de l'A/B testing ou du tracking d'utilisation, c'est du budget et tous nos pays n'ont pas forcément ce budget à consacrer. C'est pas pris en charge au niveau du groupe directement. C'est très très variable et donc nous on essaye de naviguer
entre tout ça pour récupérer un maximum de choses et toujours faire la différence entre le besoin et l'envie. Et toi? Quelqu'un d'autre? Merci beaucoup. Moi, j'avais encore une question sur l'accessibilité. Enfin, j'en ai un peu deux qui sont liés. C'est si vous aviez un expert accessibilité en interne ou si c'était quelqu'un d'externe qui vous accompagnait là-dessus. Et si ça vous a permis aussi de débloquer des fois pour prendre des décisions UI presque parfois qui permettent de trancher par des arguments d'accessibilité en fait. C'est vraiment un cas très personnel, mais on en arrive à des situations où à un moment donné chacun a un peu sa propre interprétation de l'accessibilité et j'aimerais pouvoir avoir un expert externe, dans notre cas, pour on va dire aider à trancher à ce stade. Alors, tu veux répondre d'abord? Je pense qu'on a à peu près le même cas d'usage en tête, mais oui, il y a à Orange notamment, il y a des experts accessibilité. Je ne sais plus combien ils sont, je crois qu'ils sont une douzaine. Ouais, un truc comme ça. Il y a un centre, donc c'est eux qui font la vérification des sites web, etc., les déclarations d'accessibilité. Et il y en a un ou plusieurs, parce qu'on avait côté mobile aussi, qui étaient détachés ou qui sont toujours détachés dans la core team. Et c'est avec lui notamment qu'on faisait la spécification des composants. Et c'est là où ça rejoint ta deuxième question. Il y a un composant qu'on a fait, le fameux là, qu'on a refait 4 fois. Celui qui a tranché à la fin, c'est l'expert accessibilité parce qu'en fait, il y avait des choses qui étaient très jolies, mais en fait, on allait à l'encontre de ce que c'était un input avec des boutons plus-moins. En fait, on allait à l'encontre de concepts même de l'accessibilité. Et donc, en fait, ce composant, il est peut-être moins joli que prévu, mais il est accessible. Et c'est ça qui nous a permis de trancher. Donc, ouais, ça a un impact. C'est ce qui nous a mis dedans un peu d'ailleurs. C'est qu'il a fallu le refaire 4 fois, quoi, ce composant. Là, dans la core team, là, on a un expert accessibilité web, un expert accessibilité mobile. Et c'est un point, enfin, même dans l'onboarding et l'éducation en fait, des designers, c'est un point dur, l'accessibilité. Moi, j'ai fait beaucoup de design review donc avant d'être dans la core team. Et quasiment à chaque fois que j'ai vu un composant custom créé ou un composant core détaché, le résultat, c'était toujours un problème d'accessibilité derrière. Je voudrais que la typo elle soit orange alors qu'elle est noire dans le composant core. Bah ouais, mais le problème c'est que orange c'est la pire couleur pour nous sur l'interface et donc on a des règles hyper strictes je voudrais je trouve que ma bordure là j'aimerais qu'elle soit plutôt grise plutôt que noire parce que noir c'est un peu dur. Bah ouais, mais pas de bol, hein, t'es plus non plus accessible. Et à chaque fois j'ai vu ça et on a encore un énorme travail d'éducation à faire sur l'accessibilité parce que je le vois par les entretiens que je mène avec nos designers dans les pays. Il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas d'experts accessibilité. Donc pour eux, l'accessibilité, ça va se limiter au ratio de contraste et puis c'est tout. Et là, c'est là où nous, la core team, on veut arriver avec des solutions parce que c'est une vraie difficulté. Et je pense qu'il y a encore des gens qui réalisent pas en fait que des amendes peuvent tomber. Moi, j'ai eu des discussions un peu surprenantes, quoi. Les gens savent qu'il y a une directive, mais ils réalisent pas en fait la portée. Encore. Est-ce que je peux faire 2 questions, une pour chaque? Okay. Alors, pour Julien, j'aimerais bien savoir côté adoption, parce que toi, tu es contributeur chez Bootstrap. Donc, comment est-ce que tu amènes cette idée de open source pour faire du inner source de tes librairies? Parce que vous avez parlé que la contribution, c'est toujours un problème. Donc, comment vous menez ça dans vos projets? Et pour Cyriac, il paraît que ton rôle, c'est des design system advocate. Et tu parlais énormément d'avoir des relations avec des autres équipes, d'être en contact avec des roadmaps, de produits, etc. Donc, est-ce que ces activités font partie de ton rôle en tant que design system advocate? Et comment tu mènes ces rôles qui est propre dans un design system? Merci. Je démarre. Ouais, du coup, comme tu l'as dit, moi je viens un peu du monde de l'open source, donc c'est un truc qui est assez naturel pour moi. Et donc en entreprise, ça se rapporte à de l'inner source, donc c'est exactement ce que tu disais. J'en ai parlé cet après-midi parce que justement c'était un topic de présentation de cet après-midi. Quand je suis arrivé à Thales, le premier truc qui m'a marqué, c'est que j'ai vu que dans les entités,
il y avait des librairies de composants pour certaines technos qui étaient faites dans un contexte particulier, mais qui en fait étaient déjà ultra génériques. Donc finalement, le grand jeu de l'inner source et du design system, c'est qu'on a des contributions comme ça, c'est de les faire monter palier par palier dans l'entreprise. Donc on a les espaces personnels, on a les projets avec plusieurs repos, on a des groupes de projets, on a des entités, donc chacun potentiellement des libres, des composants, et le jeu c'est de remonter tout ça au plus haut niveau, si ça a un but, que ça soit dans la partie core. Donc là, ce que j'ai mis en place quand je suis arrivé, typiquement dans ce cas-là, c'est qu'on a un groupe GitLab. On a identifié tous nos repos core team d'une certaine couleur. On a dit c'est la gouvernance de la core team et on a demandé aux mainteneurs de ces libs-là s'ils étaient OK pour remonter leur lib dans la partie core en tant que community project. Ils sont OK et donc en fait on leur apporte plus de visibilité. Ça peut les sortir potentiellement de leur entité et du coup se propager dans toute l'entreprise si leur techno était pas connu et j'espère que ça va amener plus de partage, au moins une diffusion de cette techno un peu partout pour éviter les doublons. Ouais. C'est déjà que c'est compliqué, si tout le monde fait des doublons, c'est encore plus compliqué. Donc l'inner source, c'est vraiment un super vecteur pour ça et ça relie l'esprit communautaire, les gens. L'inner source, c'est ça, c'est les gens, la communauté, des power users, il y en a pas. On les voit vite, les gens dans les entreprises qui sont chauds pour prendre un peu de leur temps libre ou en off, en sous-marin pour contribuer. Ces personnes-là, faut les garder, faut mettre en avant leur travail auprès de leurs managers, auprès des entités, parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est incroyable. Enfin, ils le font sur leur temps libre. Nous, c'est la core team, on est payé pour ça. Donc, eux, c'est plus incroyable. Alors du coup, pour ma partie, donc effectivement, donc moi, je suis design system advocate et j'ai aussi en complément une autre activité qui est celle en fait d'être l'administrateur général de notre Figma et donc de piloter en fait tous les administrateurs locaux, de gérer la relation avec Figma et donc de travailler sur tout ce qui est l'octroi de licences, la gestion des workspaces, enfin tout cet écosystème là. Et en fait, les deux sont complémentaires parce que en fait, au moment où on est là, il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est Figma. Chez Orange, historiquement, on a des Figma partout parce que chacun s'est développé en parallèle. Et dans le cadre de ce projet d'unification, il s'agit non seulement d'unifier le design, le dev, mais il s'agit aussi d'unifier Figma. Et donc, on a commencé par unifier les plateformes les deux plus grosses plateformes, finalement les plateformes qui hébergeaient les deux design systems les plus matures. Et là, l'objectif, c'est d'aller récupérer tous les autres qui sont sur des Figma beaucoup plus petits, plus modestes, 5 lignes par-ci, 10 lignes par-là, 50 lignes par-là, sur des plans tarifaires différents, de les amener. Et donc, à la faveur, en fait, de ce travail-là, ça me permet, moi aussi, d'identifier des gens que je connaissais pas et de les ramener, entre guillemets, dans le centre de la discussion. Et donc, sur la partie advocate, là, jusqu'à maintenant, on a fait deux choses. On avait besoin de repartir au contact de nos différents pays. Il y a eu un moment dans le passé où on était très au contact et au fur et à mesure des réorganisations, on a perdu ce contact-là. Et du coup, la nature ayant horreur du vide, comme on n'avait plus de contact, c'est là où les gens ont commencé un petit peu à travailler, entre guillemets, de leur côté et à créer leur petite librairie locale sans que nous, on voit ce qui se passait. Et donc là, grâce à ce projet-là, on revient dans le game, on recrée des liens avec des gens qu'on connaissait déjà. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est des listening sessions. Donc, c'est des sessions de 2 heures, 3 heures, où on convie l'équipe design et dev locale à venir nous présenter leur état de l'art. On leur demande rien avant, on leur demande pas de préparer quoi que ce soit, on leur donne pas la feuille de route, on leur dit, voilà, nous on a besoin de comprendre où vous en êtes, comment vous êtes organisé, comment vous travaillez, qu'est-ce que vous faites, on a besoin de comprendre vos choix IT, vos choix design, venez nous expliquer. C'est pas une design review, c'est pas une design critique, on porte pas de jugement, on n'émet pas de pistes d'amélioration, on est là pour recueillir du feedback et ça marche plutôt bien parce que les gens avaient pas l'habitude de ça. Ils avaient une vision
avant du design en fait corporate, où c'était plutôt des personnes qui étaient un peu des censeurs et qui venaient leur dire ouais, alors ça c'est bien, par contre ça non, là c'est pas conforme, faut changer. C'était un peu très top down et ça, il y avait un passif. Donc là on a vraiment recentré ça sur venez, vous nous expliquez, on n'est pas là pour juger, on est là pour comprendre. Donc ça marche plutôt pas mal parce que du coup ça permet à la fois de parler de leur réalité et nous de nous alimenter avec plein de choses sur lesquelles on avait perdu la vue. Ça permet aussi de récupérer des candidats à rentrer dans le Figma. Et ensuite, la deuxième chose sur laquelle on a travaillé, c'est quelque chose qu'on va lancer probablement en septembre, c'est un programme d'ambassadeurs. Alors ça s'appellera peut-être pas ambassadeur, c'est un peu voilà. J'aimerais bien qu'on trouve autre chose. Et là, l'idée, c'est justement de réidentifier dans toute cette population de gens, des gens qui peuvent vraiment être des ambassadeurs. Donc des gens sur lesquels on va pouvoir compter sur du long terme, qu'on va pouvoir mobiliser en fonction de leurs expertises et surtout dont on va pouvoir valoriser le statut auprès de leur management. Parce que c'est ça aussi, c'est un des critères qui fait que les gens vont contribuer et qui vont être détachés par leur manager, c'est que quelque part, il faut que ça profite à l'équipe dont ils font partie, il faut que ça profite quelque part aussi au manager, parce que être ambassadeur, c'est pas juste porter entre guillemets la bonne parole du design system, c'est pouvoir bénéficier d'un contact rapproché avec la core team, pouvoir avoir des trainings spécifiques, des onboarding spécifiques, qu'ensuite on va pouvoir aller redéployer localement, et donc quelque part, c'est valorisant pour ceux qui vont en bénéficier. Et puis, ça fait aussi monter au global en compétence l'équipe du manager. Donc, on a travaillé en fait sur la définition de ce programme-là et la fiche d'identité type de ce qu'est un ambassadeur ou une ambassadrice du design system. Donc, et ça, on va le communiquer par nos différents canaux et on va voir comment ça fonctionne. Donc, on en est qu'au début. En 2026, on va commencer à release notre première version de la librairie. Et là, on va passer sur une seconde étape où là, il faudra accompagner à l'implémentation dans les projets. J'espère avoir répondu. Une petite dernière question. Une dernière question. Il fait chaud. Hein. C'est bon. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci.